Bien, on va aller très vite, vous allez comprendre. Je vous ai fait ce polycopier, d'accord? Donc, pour le bon usage du médicament, il faut retenir l'essentiel. Donc, vous avez des petits cadres. Dans chaque cadre, il y a un message qui peut vous servir à l'officine. D'accord? Voilà. Alors maintenant, nous allons reprendre très vite le bon usage des médicaments chez le sujet âgé. Alors vous recevez évidemment à l'officine beaucoup de sujets âgés, vous le voyez tous les jours, donc votre rôle est absolument capital. Votre rôle de bon usage du médicament va permettre de diminuer les accidents iatrogènes et d'optimiser l'efficacité thérapeutique chez votre sujet âgé. Alors je vous ai mis, alors vous pouvez suivre sur le petit document, je vous ai mis la définition du mot iatrogène. En fait, iatro, c'est le médecin, gène, généré par le médecin. Ce n'est pas le médecin qui génère des effets indésirables, mais c'est parce qu'il prescrit des médicaments, et ce sont ces médicaments qui vont générer des effets indésirables. C'est ça la iatrogénie. Donc tout simplement, c'était pour la définition. Alors parmi les facteurs favorisant les effets indésirables des sujets âgés, quand vous avez un sujet âgé à l'officine, pensez deux choses. Déjà, la dénutrition, c'est très fréquent, ils se nourrissent très mal, ils manquent de nutriments, manquent de vitamines, et la déshydratation, ils ne boivent pas assez. Ça, c'est important. D'abord, la dénutrition, alors vous regarderez sur le petit polycopier, c'est un facteur de risque important qui doit être pris en compte. Ça diminue le métabolisme hépatique, ça diminue l'albuminémie, donc il y a des conséquences. Méfiez-vous de la dénutrition. Donc, si vous avez un conseil à donner à l'officine à un sujet âgé qui prend des médicaments, questionnez-le, ce sujet âgé, sur son alimentation. Veillez à ce qu'il ait une alimentation suffisante. Vous lui demandez son poids corporel, et s'il est trop faible par rapport à sa taille, bon voilà, vous essayez de voir avec lui pour améliorer ses problèmes de dénutrition. Ensuite, la déshydratation, c'est le facteur majeur. Les sujets âgés sont généralement souvent dénutris. Vous savez comment on s'aperçoit qu'un sujet âgé est est déshydraté? Vous prenez la main, vous soulevez la peau, si le pli cutané reste, ça veut dire que le sujet ne boit pas assez d'eau. C'est très important. Un sujet jeune, la peau, il n'y a pas de problème, elle revient tout de suite en place. Un sujet plus âgé, elle a du mal. Ça veut dire qu'on est en déshydratation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut boire beaucoup. Boire beaucoup, vous allez me dire, c'est quoi comme conseil pour le bon usage du médicament? Boire beaucoup, un sujet, qu'il soit jeune ou âgé, c'est 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour en dehors des repas. L'eau que l'on prend pendant le repas ne sert pas à l'hydratation. Elle sert à augmenter le volume du bol alimentaire, à hydrater les aliments, mais elle ne sert pas à hydrater l'organisme. Donc, buvez, dites au sujet âgé, buvez le plus possible de l'eau, bien évidemment, mais pas que. Ça peut être un potage, ça peut être une infusion, voilà, ces choses-là, du moment qu'on boit. Mais il faut boire avant 16h ou avant 17-18h. Pourquoi? Parce que si on boit tard le soir, on sera obligé de se lever la nuit, et c'est fatigant, et c'est un sujet âgé qui se lève la nuit, il peut y avoir des vertiges, et il peut tomber, etc. Donc c'est embêtant. Donc il faut boire avant 16h, mais c'est valable pour tout le monde. Hydratons-nous et conseillez à vos patients de vous hydrater. Vous voyez, le sujet boit peu et se déshydrate malheureusement trop rapidement. Bien. La déshydratation, bien sûr, c'est normal, va exposer à l'insuffisance rénale aiguë et à de l'hypotension. Donc vous voyez, c'est très délétère. Un sujet âgé qui ne boit pas assez, c'est gravissime. Donc, quand il prend des médicaments en plus, c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc, conseiller l'hydratation, ça évitera en partie
la confusion et les chutes. Voilà. Quand on dit boire de l'eau, d'accord. Mais il faut penser aussi à prendre quelques sels minéraux, en particulier, vous savez, les régimes stricts désodés, je suis tout à fait contre, parce qu'on a besoin de sodium. Si nous manquons de sodium, nous avons nos échanges cellulaires qui ne sont pas bons du tout. Donc il ne faut pas non plus avoir, quand on boit beaucoup d'eau, un régime dessalé. Il faut ne pas ressaler les aliments, mais saler suffisamment pour avoir du sodium dans l'organisme, d'accord ? L'été, par exemple, quand il fait très chaud, un sujet âgé perd son eau. Mais il perd aussi du sodium. Vous me suivez ? Donc, s'il se déshydrate, perte d'eau, perte de sodium. Et comment savez-vous qu'un sujet manque de sodium ? Avez-vous un test facile à faire à l'officine ? C'est très simple. Les sujets qui manquent de sodium, les sujets âgés qui manquent de sodium, sont confus. C'est-à-dire qu'ils reviennent à l'officine et vous le voyez quand ils veulent vous régler, payer, ils ne sont pas à l'aise, ils oublient, ils disent « Oh, ma pauvre tête !» Vous voyez, on le sent. Et bien, c'est qu'ils manquent de sodium. Donc, il faut leur dire comment vous faites pour le sel. Vous ressalez, vous salez suffisamment, etc. C'est très important. Donc, pensez à leur conseiller à boire de l'eau, mais aussi à apporter suffisamment de sel. Donc, la déshydratation, c'est le pli cutané qui reste, et puis le sodium, le manque de sodium, c'est la confusion mentale. Alors évidemment, ça peut exposer à des chutes aussi, parce que quand on manque d'hydratation, eh bien il n'y a pas assez de volume dans les systèmes sanguins, dans les vaisseaux, et donc quand on se lève, quand on passe de la position couchée à la position debout, quand on se lève d'un coup, tout le volume liquidien s'en va dans les membres inférieurs et ça fait de l'hypotension orthostatique et le patient peut faire une chute. Donc attention. Alors évidemment, on peut apprécier la fonction rénale, vous le savez, alors je vous l'ai mis, vous regarderez, parce que là on n'a plus trop le temps de disséquer à fond, mais bon, il y a tout un chapitre qui est réservé, vous le voyez, qu'est-ce que la clairance de la créatinine ? Alors vous pouvez suivre, du reste, c'est un paramètre indiquant la vitesse à laquelle les reins filtrent la créatinine. Voilà. Donc on va évaluer cette clairance de la créatinine. La créatinine est un produit de déchets de l'organisme. Alors évidemment, quand le rein ne fonctionne pas, il n'élimine pas cette créatinine. Donc le taux augmente. Voilà. Et donc vous allez avoir une mauvaise clairance de la créatinine. Alors quand est-ce qu'il faut effectuer un test de clairance de la créatinine ? Lorsque le médecin suspecte un trouble rénal, mais vous savez, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez un malade, un sujet âgé qui revient vous voir à l'officine et qui est anxieux par rapport à son analyse, il vous dit, le biologiste m'a dit que j'avais un rein qui fonctionne mal et j'avais une clairance de la créatinine basse. Alors il faut lui dire, certes, votre clairance est basse, mais tous les sujets en vieillissant ont une clairance de la créatinine qui s'affaiblit. On a 190 au début, quand on est jeune, après on passe à 70, 60, 50, 45, etc. Bon, il ne faut pas aller trop bas, c'est sûr que si on descend en dessous de 30, c'est embêtant, mais un sujet âgé qui a 80 ans, 85 ans, etc., qui a 40 en clairance de la créatinine, c'est physiologique. Il ne faut pas s'inquiéter. Voilà. Mais quand la clairance de la créatinine est trop faible, là, il faut s'inquiéter. À ce moment-là, il faudra en tenir compte pour le bon usage du médicament et il faudra revoir la posologie des médicaments qui sont prescrits. Alors, le médecin peut faire, vous voyez, ces clairances de la créatinine, dans certains cas, gonflement ou enflure du visage, des poignets, etc., une urine inhabituelle, mousseuse, par exemple, sanglante, pourquoi pas, diminution du volume urinaire, etc., etc. Donc, il fait faire un dosage de la créatinine et quand il s'aperçoit, ce médecin, que la créatinine est basse, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est diminuer la posologie des médicaments. Quand vous regardez une notice de médicaments, vous avez toujours sur la notice le sujet normal et vous avez en dessous sujet âgé,
diminuer la posologie de moitié, etc., etc. Par exemple, si un sujet âgé prend un petit comprimé de benzodiazépine pour dormir, eh bien ça sera peut-être trop. Il faudrait peut-être que la moitié d'un comprimé. Donc vous voyez, il faut très souvent revoir les posologies chez le sujet âgé. C'est vu? Donc j'ai essayé de l'expliquer au mieux. Alors vous avez tout un petit passage, un encadré coloré dans votre document, où vous regarderez l'explication de tout cela. Donc voilà, tout ça, vous le verrez sur le document. Alors, quels sont les autres facteurs qui peuvent générer des effets indésirables chez le sujet âgé? Alors, on a vu la dénutrition, d'accord? On a vu la déshydratation, le manque de sodium, les médicaments à longue demi-vie. Pourquoi? Parce que le sujet âgé élimine mal ses médicaments, parce que sa fonction rénale n'est plus ce qu'elle était à l'âge de 20 ans. Donc un médicament qui a une demi-vie longue, c'est embêtant. Vous savez, un médicament, combien de temps il reste dans un organisme? 5 demi-vies. Vous regardez dans la partie pharmacocinétique, dans la documentation, et vous voyez demi-vie du médicament 2 heures. Vous multipliez par 5 pour savoir combien de temps il sera éliminé. Eh bien, un médicament à longue demi-vie qui est donné à un sujet âgé, ça sera plus que multiplié par 5. Ça sera multiplié par 10, voire plus. Donc c'est très mauvais de donner à un sujet âgé des médicaments à longue demi-vie. Certaines maladies chroniques également, par exemple l'hypertrophie prostatique, il faut que le médecin fasse attention aux anticholinergiques qui favorisent malheureusement la rétention urinaire. Un sujet âgé qui a une artériopathie, ça arrive, hein, c'est une inflammation au niveau des artères, ça s'appelle une artériopathie. Eh bien, attention aux bêta-bloquants, qui sont des vasoconstricteurs et qui ne vont pas arranger la situation. Ensuite, l'insuffisance respiratoire chronique. Attention aux anxiolytiques, parce qu'ils sont myorelaxants. Vous voyez, tout ça, ça fait partie du bon usage. Un sujet âgé qui a une perturbation de la thyroïde, eh bien, attention à l'amiodarone, qui n'arrange absolument pas la situation. C'est très mauvais l'amiodarone comme médicament, parce que ça peut donner des dysthyroïdies. Donc sur le sujet âgé, attention. Un sujet âgé qui a des troubles de la vision et des troubles cognitifs, ça peut engendrer des accidents par erreur ou oubli de prise, parce qu'il ne voit pas bien les notices, il ne voit pas bien les médicaments, il ne sait pas les couper en deux, etc. etc. Tout ça, c'est des facteurs. Hein. La survenue également d'une maladie aiguë qui peut déséquilibrer un traitement bien équilibré. La polymédication, alors vous imaginez ce que ça peut faire chez un sujet âgé. La polymédication est un drame en fait. Malheureusement, tous nos sujets âgés sont trop polymédiqués. Regardez les ordonnances d'un sujet âgé, c'est ahurissant. Il y a 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10, voire plus de médicaments. Ce n'est pas normal. Il y en a 5 de trop, voire 6 de trop. Il faudrait théoriquement enlever certains médicaments. Ça s'appelle la déprescription. C'est très à la mode aujourd'hui et il faudrait aujourd'hui que le médecin, mais aussi l'équipe officinale, se rendent compte qu'il y a trop de médicaments et peut-être appelle le médecin en disant « Voilà, je suis un peu embêté pour ce sujet parce qu'il a 2 médicaments de la même catégorie, plus ça ne va pas. » Donc pensez à cette polymédication qui est un facteur de la iatrogénie essentielle. Le manque de coordination des prescriptions des différents médecins. Vous avez un médecin A, un B, un C, un D, chacun y va de sa prescription, très souvent il prend l'ensemble, donc il faut que vous soyez au carrefour des prescriptions. Théoriquement, mais pour cela, il faudrait que le malade revienne dans la même officine, vous en êtes d'accord? Parce que s'il va un coup chez vous, un coup chez un autre pharmacien, ça ne va pas le faire. Donc pour pouvoir surveiller ces traitements, il faudrait fidéliser votre patient de manière à voir son ensemble d'ordonnances et lui dire « Ah mais il me semble que vous avez déjà une ordonnance, voyez donc est-ce que vous en avez parlé au médecin ?» Il vous dira « Ben non, il m'a donné ça. » Non, il faudrait que vous, à ce moment-là, vous regardiez si tous ces médicaments vont bien ensemble. En fait, il faudrait que vous jouiez le rôle de coordinateur.
Ça fait partie du bon usage des médicaments à l'heure actuelle. Cumul d'ordonnances, c'est très mauvais ce cumul d'ordonnances. Ensuite, des prescriptions renouvelées par habitude ou à la demande du patient. Ça, c'est dramatique. Parce que, voilà, il a l'habitude de prendre ce médicament et on renouvelle. Par exemple, il prend des inhibiteurs de la pompe à protons parce qu'il avait eu des problèmes de l'estomac et puis on continue à les lui donner. Et 3 mois, 6 mois, 1 an après, il est toujours sous inhibiteur de la pompe à protons. Ce n'est pas une très bonne chose parce que ça enlève, ça modifie le pH et le pH de l'estomac et ça modifie la résorption et l'action des médicaments. Donc vous voyez, à un moment donné, il faudrait refaire le point. Et vous avez un rôle à jouer dans l'équipe officinale. Il faut dire, il y a longtemps que vous n'avez pas vu votre médecin, que vous n'avez pas fait le point avec lui pour revoir peut-être, parce que quand vous voyez un renouvellement, vous essayez de savoir, parce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait partie vraiment des choses à savoir ça, à l'officine. L'automédication, bien évidemment, c'est un sujet âgé, elle est encore plus dramatique que c'est un sujet jeune. Alors bien sûr, elle est favorisée par le bouche à oreille, cette automédication. Elle concerne quand même 1/3 des sujets âgés. C'est trop. Il faudrait que vous puissiez, à l'officine, réduire l'automédication. Il faut absolument, en tant qu'aide à pharmacien ou pharmacien, que vous puissiez dire à votre patient si vous avez besoin de prendre un médicament. Venez me voir, je vous dirai si oui ou non on peut prendre ce médicament. D'accord ? Ça, c'est important. Là, vous faites bien votre rôle, vous jouez votre rôle de santé publique. Vous rendez service, parce que si ça se trouve, il va prendre un mauvais médicament qui aura des effets néfastes et qui ne vont pas améliorer la situation. Alors toujours polymédication, vous voyez, polyprescription, là c'est terrible, parce que cette polymédication et cette polyprescription vont conduire à des interactions médicamenteuses. Alors qui est plus exposé aux interactions médicamenteuses qu'un sujet âgé? Personne. Le sujet âgé, c'est le maximum d'exposition aux interactions médicamenteuses. Il faut en avoir conscience. C'est pour ça que devant toute ordonnance de sujet âgé, essayez de comprendre, questionnez-le pour savoir ce qu'il prend, comment il se soigne, etc., etc. et vous rendez service. Vous voyez, quelques facteurs favorisant les effets indésirables, c'est le sujet âgé. Bon, on peut faire un petit rappel sur les interactions médicamenteuses. Il y en a 2 sortes, pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Vous connaissez les deux grands types d'interactions médicamenteuses. Voilà un thème très intéressant de formation continue. Il faut 2h30 à 3 heures pour traiter ce thème, pour faire quelque chose de bien sur les interactions médicamenteuses. Alors, un autre facteur favorisant les effets indésirables, c'est l'inobservance. Qu'est-ce que c'est que l'observance d'un traitement? L'observance d'un traitement, c'est un médicament m'a été prescrit, je suis le traitement. Je le prends à l'heure, le nombre de comprimés qu'on m'a prescrit, etc., etc. Ça, c'est l'observance. Vous savez, beaucoup d'entre nous, qu'on soit jeune ou âgé, ne sont pas observants. Souvenez-vous, quand on vous a prescrit des médicaments, est-ce que vous avez pris tout le traitement indiqué du premier jour au dernier jour? Pas sûr. Pas sûr. L'inobservance, c'est terrible. Alors surtout pour les sujets âgés. Ça peut être à l'origine d'accidents iatrogènes. Un sujet âgé, hypertendu, qui ne prend pas son traitement, qu'est-ce qui va lui arriver? Une crise hypertensive. Qu'est-ce qui peut lui arriver quand il a une crise hypertensive? Un problème d'infarctus, un problème d'AVC, etc., etc. Donc, pensez à l'inobservance. Donc, il faut le questionner. Il faut lui dire, quand est-ce que vous avez pris votre dernier médicament là? Ce matin, ce soir? Et vous verrez bien ce qu'il vous dit. Voilà. Et puis, quand il y a des renouvellements qui ne correspondent pas à la date, c'est-à-dire il revient renouveler, mais 3 mois après, alors qu'il devait le renouveler à la fin du mois, il y a un problème. C'est qu'il n'a pas pris tous les médicaments. Donc, vous voyez, essayez, avec un sujet âgé, de voir s'il est observant ou pas. C'est important. L'observance, c'est majeur. Voilà.
des altérations physiques et psychiques rencontrées lors du vieillissement. Par exemple, il déglutit mal. Bon, ben, il avale mal ses médicaments, c'est clair. Il tremble, il perd ses médicaments, il tombe, il ne les ramasse pas. Sa mémoire est défaillante, il ne sait plus s'il a pris le soir, s'il a pris le matin, il ne sait plus s'il a 2 comprimés par jour. Il se dit, mais est-ce que j'ai pris mon médicament? Donc c'est tout un problème, tout cela. Donc il faudrait essayer de pouvoir l'aider. Ça fait partie du bon usage du médicament, de veiller à ces problèmes que rencontre le sujet âgé. Les médicaments administrés au sujet âgé sont souvent inadaptés, malheureusement par leur conditionnement, vous le savez, leur matériel d'administration et leur forme galénique. Par exemple, les comprimés sont trop petits quand il doit les couper en 2. Il ne peut pas. Ou alors ils sont trop gros, il ne peut pas les avaler. Souvent, c'est mal adapté. Mais ça, c'est les laboratoires qui ont mal géré les formes galéniques. Voilà, j'en reviens à ces formes galéniques chez le sujet âgé. Voilà, vous verrez, vous le lirez sur le polygopier, des difficultés d'identification et absence de date de péremption, des tailles de comprimés inadaptées, une sécabilité difficile, des propriétés gustatives, c'est pas bon, goût amer. Le sujet âgé n'aime pas les médicaments qui ne sont pas bons. C'est sûr qu'un médicament amer, vous n'avez pas envie de le prendre, hein, etc., etc. Le conditionnement est souvent mal adapté, c'est-à-dire que c'est écrit trop petit, il n'arrive pas à lire dessus, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du risque lié aux médicaments. Donc, en ce qui concerne le bon usage du médicament, quand l'équipe officinale dispense un médicament, il faut prendre le médicament, aller vers le patient, dire voilà, vous avez ce médicament à prendre, au besoin ouvrir la boîte, lui montrer, lui dire vous le prenez le matin, vous le prenez le soir, etc., etc. Donc il faudra bien lui expliquer. C'est ça le bon usage du médicament. Pour un sujet âgé, le bon usage du médicament, c'est j'explique. En fait, quand on veut schématiser le bon usage du médicament chez le sujet âgé, c'est je lui explique. Je lui dis qu'il faut boire beaucoup d'eau, je lui dis qu'il faut manger suffisamment et je lui dis qu'il faut avoir une certaine activité physique adaptée. Ça, c'est des points essentiels qui doivent accompagner votre discours lors de la dispensation d'un médicament. Alors les génériques aussi, alors chez le sujet âgé, c'est une catastrophe parce qu'on confond, déjà que même c'est un sujet jeune, c'est embêtant, là c'est pénible. Alors vous voyez, je vous ai listé ici, vous verrez sur le polycopier, tous les malaises et les chutes chez le sujet âgé. Je vous ai mis la liste des médicaments qui peuvent générer des chutes. Pensez-y. Quand vous dispensez des psychotropes, attention, des antihypertenseurs, hypotension orthostatique, hypertension artérielle, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui sont donnés pour les dépressions nerveuses, pour l'état dépressif, peuvent générer des chutes. Le mécanisme est malheureusement inconnu avec les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Les aminosides, responsables du syndrome vestibulaire, les antibiotiques, c'est un sujet âgé, il ne faudrait pas d'aminosides. Les corticoïdes, etc., etc. Donc voici les médicaments qui peuvent donner des chutes. Donc quand vous avez ce type de médicaments, en particulier des antihypertenseurs, le bon usage du médicament veut que vous disiez à votre patient « Attention, ça va vous diminuer votre pression artérielle et quand vous passez de la position allongée à la position debout, vous pourrez avoir des vertiges et tomber. Donc attention. Vous voyez, c'est des petits trucs à savoir pour ce bon usage. Hein, voilà. La confusion mentale, bien sûr, c'est un effet indésirable de certains médicaments. Ça peut être lié à un effet secondaire connu d'un médicament. Ça peut être un surdosage, un sevrage de barbiturique, de benzodiazépine, une hyponatrémie. Vous voyez, là. Des troubles digestifs, des troubles du goût, des troubles de l'appétit. Alors, comment diminuer le risque iatrogène dans la prescription gériatrique? Identifier les priorités thérapeutiques sur une ordonnance. Quand vous avez 5, 6, 7, 8, plus de médicaments, essayez de trouver le médicament dit essentiel, prioritaire.
Il y a toujours un médicament prioritaire. Par exemple, le médicament prioritaire sera l'antihypertenseur. Voilà, sera l'anticoagulant. Vous voyez, déterminez le prioritaire et dites-lui, attention, ces deux-là, hein, vous ne l'oubliez pas. Vous êtes d'accord? Donc recherchez le médicament prioritaire. Prévenir du risque iatrogène, ça existe, malheureusement. Il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. Vous lui dites, voilà, vous aurez peut-être des effets secondaires avec ces médicaments que le médecin vous a prescrits. Revenez me voir si vous avez des effets secondaires. Je vous dirai si c'est normal et je vous dirai ce qu'il faut faire. Il faudra peut-être patienter ou peut-être on prendra contact avec le médecin pour voir avec lui. Détecter les facteurs favorisants, lutter contre la non-observance, optimiser l'administration, plan de prise, forme galénique, etc. Lui faire un petit schéma, lui dire, voilà, vous prenez le matin, un jour sur deux par exemple, ou tous les jours, en fonction de ce qui est marqué, mais qui repartent avec une idée bien nette et bien précise. Comme ça au moins, il aura un bon usage du médicament. Et regardez, alors ça c'est pour la petite anecdote, mais ça va vous intéresser. Ça a été publié il y a quelques jours, une étude récente, somnifères, réduire leur utilisation, c'est prolonger la vie. C'est pour ça que je vous disais, les benzodiazépines, oui, d'accord, les hypnotiques, oui, d'accord, mais c'est mieux, peut-être, de faire du yoga, de méditer devant les couchers de soleil, et ici, vous avez parmi les plus beaux couchers de soleil du monde, profitez-en, essayez de méditer, essayez de rester zen. Il faudrait inculquer ça à vos patients. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, vous voyez, une étude récente sur le sujet, qui a été publiée, hein, c'est sûr, réitère et confirme que réduire la consommation de somnifères pourrait améliorer la qualité de vie et l'espérance de vie des sujets âgés. Donc, vous voyez, il ne faut pas tomber dans un cercle vicieux. Il ne faut pas dire « je ne dors pas, donc je prends des somnifères, je prends des hypnotiques ». Non, il faut dire « je ne dors pas, je prends peut-être des somnifères, je vais demander à mon pharmacien et mon médecin, mais quelques jours. Et j'essaye d'adapter d'autres techniques. » C'est important. Pas lire les écrans le soir, se coucher pas trop tard, mais voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être importantes pour le patient. Alors ça, vous le verrez, je ne le traite pas. Pourquoi? Non. Je ne le traite pas. Pourquoi? Parce que vous n'en délivrez pas beaucoup. Ce sont des médicaments aujourd'hui qui sont dispensés via les hôpitaux, via les cliniques, etc. C'est surtout les pharmaciens cliniciens. Mais j'ai tenu à le mettre dedans parce qu'il y a un bon usage des anticancéreux et vous le lisez, ça vous donnera une idée si vous avez besoin si vous avez un conseil qui vous est demandé. Alors là, conduite automobile, alors là, on va aller très vite parce que c'est facile. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire, conduite automobile? Pas de médicaments dangereux, c'est clair. 5 règles à donner à votre patient. C'est le bon usage du médicament que les ministères de la Santé recommandent. Signalez, alors il faut dire à votre patient, signalez à votre médecin, à votre pharmacien, que vous êtes un conducteur régulier. C'est-à-dire, quand il va en consultation chez un médecin, il faut lui dire « je suis conducteur ». Voilà. Est-ce que ce médicament n'a pas de problème sur moi? Mais s'il ne l'a pas dit au médecin, quand il vient à l'officine, vous lui en parlez. Vous dites, vous savez, le médecin vous a prescrit un médicament, là, pour conduire, c'est pas top. Donc il faut entamer le dialogue, d'accord? C'est le bon usage du médicament. Renseignez-vous sur les effets du médicament avant de prendre le volant, il faut lui dire. Ensuite, ne modifiez pas ou arrêtez pas votre traitement. Ne multipliez pas les risques de consommer ni alcool ni drogue. Prenez la bonne décision avant de conduire, oui ou non. C'est un réel problème que de conduire et de prendre des médicaments. Alors, il y a des médicaments, il n'y a pas de problème, hein, vous prenez des vitamines, il n'y a pas de problème. Vous prenez du paracétamol, il n'y a pas de problème. Vous prenez une benzodiazépine, c'est pas la même chose. Mais vous prenez un antihypertenseur, c'est pas forcément terrible non plus. Ça peut faire de l'hypotension, on peut avoir des vertiges, etc., etc. Alors, pourquoi un médicament est-il dangereux pour la conduite? Pour conduire un véhicule, vous voyez, il faut être concentré en forme physique, etc., etc. Et vous comprenez que, forcément, vous allez avoir des répercussions. C'est évident. Alors, qui est concerné? Tout le monde. Les jeunes,
les moins jeunes, la conduite automobile, c'est un fléau. Mais un véritable fléau quand on prend un médicament, c'est clair. Alors tous, les voitures, les poids lourds, les deux roues, y compris les trottinettes aujourd'hui, je ne sais pas chez vous, mais nous, c'est absolument incroyable. Donc, il y a du souci à se faire. Mais aussi, chaque fois qu'on utilise une machine. Donc, tout le monde est concerné par les médicaments et la conduite automobile. Alors, quels sont les médicaments dangereux pour la conduite ? 10% c'est des accidentés de la route, il y a eu des hypnotiques et surtout des benzodiazépines. Vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas les benzodiazépines, parce qu'elles sont dangereuses pour la conduite. Il y a les troubles de la mémoire, il y a la sédation, enfin c'est pas top. Attention, attention. Alors les autres médicaments susceptibles d'altérer la conduite, vous les avez, les antihypertenseurs, attention, les antidiabétiques. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire une baisse de glycémie, ça peut être dangereux. Les antiparkinsoniens, les antalgiques, les antitussiques, etc., etc. Donc, prévenez votre patient quand vous avez des logos de ce type sur une boîte de médicaments. Prévenez votre patient, vous lui dites « Attention, ce médicament peut altérer les facultés de conduite automobile. Donc, si vous prenez ce médicament, soyez extrêmement prudent, même, voire ne conduisez pas. Si vous avez l'intention de conduire après avoir pris un médicament, vous devez être très attentif à l'apparition de certains signes. Vous lui dites carrément fatigue, envie de dormir, sensation de faiblesse, vertige, trouble de la vue, tremblement, faiblesse musculaire, mouvement involontaire, fourmillement des membres, engourdissement, trouble du comportement ou du jugement. Donc, attention, si ce médicament est capable de générer ceci, théoriquement, pas de conduite automobile. D'accord ? Alors, lorsque l'on prend un médicament pour la première fois, théoriquement, alors sauf si c'est du paracétamol, mais quand, ça vous allez le dire à votre patient, quand il va prendre un médicament pour la première fois, il faut qu'il fasse très attention. Vous lui dites, écoutez, vous allez prendre ce médicament et vous allez voir pendant 2-3 jours ce qui va se passer. Si au cours de ces 2-3 jours, vous avez une sensation de tête qui tourne, de fatigue, de somnolence, ne conduisez pas. Par contre, si au bout de 3, 4, 5 jours, vous n'avez aucun symptôme, pas de problème. Vous pouvez conduire, il n'y aura pas de souci. Mais voyez, il y a une période d'essai. Attendre quelques jours avant de statuer. D'accord ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre tel médicament qui n'auront rien, qui n'auront, même si c'est signalé, risque d'hypotension, risque de somnolence, qui n'auront rien. C'est comme ça. Donc, il vaut mieux attendre quelques jours. Alors, combien de temps les effets dangereux d'un médicament durent-ils pour la conduite ? Ça dépend de la demi-vie. Prenez le zolpidem, par exemple, 0,7 à 3,5 heures, c'est sa demi-vie. Donc vous multipliez par 5. 5 fois 3, 15, à peu près 4 heures, 0,7 à 4 heures. Vous multipliez par 5, 5 fois 4, 20. Pendant 20 heures, il sera sous l'emprise du médicament. Donc pensez à cela. Ouais. Un médicament, par exemple l'Imovan, je ne sais pas si vous l'avez chez vous. Oui ? Voilà. L'Imovan, regardez sa demi-vie. C'est de 4 à 7 heures. Donc quelqu'un qui prend de l'Imovan, vous multipliez au pire 7 par 5, 7 fois 5, 35. Pendant 35 heures, il est sous l'emprise de l'Imovan. Donc vous voyez, quand on prend de l'Imovan de temps en temps, pas systématiquement, parce qu'il ne faut pas, mais quand on en prend de temps en temps, si on en prend un soir, parce que voilà, je ne peux pas dormir, je prends ce soir, mais je ne prendrai pas demain, mais pendant 35 heures, il sera sous l'emprise du médicament. Donc pendant 35 heures, il risque de faire des somnolences, il risque d'avoir des vertiges, ne pas se sentir bien. Donc pensez à ça. Donc pour savoir la demi-vie d'un médicament, allez dans la pharmacocinétique et regardez la demi-vie d'élimination. Pensez bien multiplier par 5. D'accord ? Ça vous rendra des services. Si je prends chaque jour un médicament présentant des risques pour la conduite, dois-je arrêter de conduire ? Non, ce n'est pas une règle générale. Dans certaines maladies chroniques, épilepsie, au contraire, il faut se traiter. Parce que si on ne se traite pas, c'est là où on va avoir
une crise d'épilepsie, et là c'est dangereux. C'est vu? Donc vous voyez, il y a des cas où justement il faut se traiter. Mais peut-être que s'il prend son antiépileptique, voilà, qu'il fasse attention, sauf s'il est bien habitué, il se connaîtra. Voilà. Certains effets d'un traitement potentiellement dangereux pour la conduite pourront progressivement s'estomper lorsqu'on a pris le médicament pendant un certain temps. Il y a des cas où le médicament va générer des troubles, envie de dormir, etc., mais il va s'y habituer. Et au bout de 1 mois, 2 mois, s'il a une maladie chronique et qu'il est traité par un médicament quelconque, bah ça ira bien, donc il pourra reconduire après avoir passé cette période où pendant quelques semaines, il aura ses soucis. Dès qu'un médecin prescrit un médicament à prendre tous les jours, il est important de signaler que l'on est amené à conduire. Donc il faudrait habituer votre patient à l'officine, si vous voulez faire du bon usage du médicament, à lui inculquer la chose suivante. Dites bien à votre médecin que vous êtes conducteur et que vous êtes amené à conduire. Quand vous voyez qu'il y a un problème sur la boîte, qu'on vous met somnolence, attention pour la conduite, vous lui dites carrément, vous lui dites, il faut en parler à votre médecin. C'est pas normal de conduire, lui seul, vous verrez avec lui, peut-être il changera de médicament pour éviter de vous donner un tel produit. Voilà. Alors dans quelles circonstances faut-il être plus attentif lorsque l'on prend un médicament? Alors au début, à l'augmentation de la posologie et bien sûr lors de l'introduction de nouveaux traitements et lors de l'arrêt d'un traitement. Voilà. Alors quant à l'alcool plus médicaments, c'est une catastrophe. Mais c'est systématique. Quand vous prenez de l'alcool plus un médicament, c'est absolument dramatique. À proscrire totalement lorsque l'on prend le volant. Alors ensuite, on ne va pas continuer peut-être parce qu'il se fait tard. De toute façon, c'est assez simple. Vous regarderez vous-même. Alors les anticancéreux, on a dit non. La conduite automobile, j'ai dit l'essentiel. Le bon usage des médicaments en pédiatrie, c'est très court. Vous verrez, voilà, les petits patients, bien sûr. C'est plus facile à gérer une médication chez un jeune patient que pratiquement chez un sujet âgé. D'abord parce qu'il est coaché par les parents, et c'est les parents qui veilleront au bon usage du médicament, donc c'est beaucoup plus facile. Après, vous avez le bon usage des antibiotiques. Alors je vais vous dire, moins on prend d'antibiotiques, mieux c'est. Sachez en plus que beaucoup de maladies sont d'origine virale. Or, quand on a un virus, les antibiotiques, ça ne sert à rien. D'accord? Que l'on soit bien clair. Donc, vous verrez sur le petit document. Pensez à cela. Les antibiotiques, non. Alors, le bon usage du médicament antibiotique, c'est quoi? Quand je prends un antibiotique, 1, je respecte strictement la posologie. 2, je respecte strictement la durée prescrite. Si le médecin a marqué 7 jours, je n'arrête pas au bout de 5 jours, même si je vais mieux. Ça, il faut bien le dire. Pourquoi? Parce que si on arrête pardon, au bout de 5 jours, c'est absolument dramatique, parce que le germe a été cogné, il en a reçu un coup sur la tête, mais pas suffisamment pour mourir. Donc, quand vous arrêtez l'antibiothérapie, il va se refaire une santé, mais il devient résistant. Donc, 10 jours d'antibiotiques, c'est 10 jours. 5 jours, c'est 5 jours. 3 jours, c'est 3 jours. Voilà, donc faites très attention avec les antibiotiques. Et de toute façon, dites-vous bien que si on prend trop d'antibiotiques, c'est dramatique pour le futur. Parce qu'un jour, ces antibiotiques, on n'aura plus rien pour traiter les maladies. Pourquoi? Parce qu'on aura fait de la résistance et nous n'aurons plus aucun médicament capable de traiter des infections bactériennes ou mycosiques. Donc il faut faire très attention avec ce bon usage des antibiotiques. Ne jamais s'automédiquer avec un antibiotique. Quand il en reste dans la pharmacie familiale, il ne faut jamais les prendre 8 jours après ou 15 jours après ou 2 mois après parce qu'on ne se sent pas bien et qu'on a le même symptôme. D'accord? Donc ça, faites très attention. Donc vous regarderez tout ça pour les antibiotiques. Et puis, vous regarderez également les laxatifs. Je vous ai mis dans le petit document tous les types de laxatifs. Vous verrez qu'il faut faire attention, et en particulier avec les laxatifs les laxatifs les plus utilisés, ceux qui devraient l'être,
ce sont les laxatifs de l'Est, pas de l'Est avec l'apostrophe, de l'Est, de l'Est. Hein. Laxatif de l'Est et laxatif osmotique. D'accord? Ça, oui, on peut. Mais par contre, la bête noire, c'est, je vais y arriver, ceux-là. Les laxatifs stimulants. Il ne faut jamais prendre de laxatifs stimulants. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'ils irritent la muqueuse intestinale, ça peut créer des colites, ça peut créer la maladie des laxatifs, donc ça peut donner des troubles intestinaux, autrement dit graves. Mais qui plus est, ils peuvent donner des troubles, ils peuvent être à l'origine des troubles du rythme cardiaque. Donc attention avec les laxatifs stimulants. Alors les laxatifs stimulants, c'est le bisacodil, par exemple, tous ces bourdaines, etc. Ça peut être très, très, très dangereux. Donc voilà, vous regarderez tout cela. Il y a l'essentiel pour le bon usage du médicament. Donc, en relisant à tête reposée ce petit document, même à la limite, avec l'équipe officinale, ensemble, vous regardez une page par jour, vous avez l'essentiel à savoir sur le bon usage des médicaments pour toutes les grandes classes qui sont à problème. Autrement dit, pour moi, une formation continue, il y a le présentiel, oui. Voilà, mais il y a aussi, on repart avec un petit document et on regarde après, ça fixe l'esprit, parce que vous avez quelque chose qui reste. Voilà, c'est ça, pour moi, la formation continue. Et puis, la personne qui a fait la formation continue vous a sensibilisé sur certains points qui vous aident à mémoriser. Voilà pour moi ce que c'est la formation continue. Donc voilà ce que c'était pour moi, le bon usage du médicament. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais juste rajouter quelque chose pour l'usage, pour comment on conseille justement l'usage du collyre. Moi, je conseille toujours cette méthode-là. Je leur dis, vous avez le collyre à prendre. Vous prenez le collyre, vous nettoyez bien vos mains. Vous prenez comme ça, vous mettez une goutte, vous fermez et vous faites ça. Vous faites deuxième goutte et vous fermez et vous restez, vous comptez jusqu'à 30. Après, pour mettre le collyre suivant. C'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent mal les collyres et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'efficacité. Je voulais juste rajouter un effet indésirable. Pardon. Et vous savez pourquoi il faut appuyer sur l'angle lacrymonasal? C'est pour bloquer le fait que le collyre descend dans les fosses nasales. Et ça descend. Quand un médicament arrive dans les fosses nasales, c'est carrément une injection intraveineuse. Tout à fait. Alors, ça d'une part. D'autre part, je voulais... On bloque. Exact. On bloque et on reste comme ça. Alors, autre chose, je voulais juste rajouter un effet indésirable qui est important des antibiotiques, c'est la dysbiose. La dysbiose, parce que normalement, dysbiose intestinale, donc normalement, on a un équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Et quand on a justement les antibiotiques, que ce soit pris par 3 jours ou 8 jours, et surtout pour 14 jours pour tout ce qui est le jorsoma, donc il faut, ça crée justement, ça tue toutes les bactéries, que ce soit les bonnes et les mauvaises. Donc ça donne une dysbiose. Moi je conseille souvent, juste après ça, justement, des probiotiques. Alors, il y en a plein de bons. Hein. Oui, il y a beaucoup de probiotiques. Enfin, voilà. Donc maintenant, le reste, est-ce que vous avez des questions? Donc on va faire le reste des interventions, les 3, donc professeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on sera là pour animer ça. Ou vous avez juste, pas une question, juste nous rajouter quelque chose d'autre chose. Question? Ah voilà. Allez-y. Alors bonsoir, merci pour Monsieur Jacques et Madame Aïcha. C'est un bon thème. Alors je vais revenir sur justement sur les effets indésirables ou bien les effets indésirables du principe actif et aussi au excipient, comme vous avez cité. Alors je verrai un éclaircissement juste sur le lévothyrox. Le lévothyrox a été changé d'excipient. اجي هنا باسكو ما كنسمعوش مزيان. Alors, انا ما سمعتش مزيان. Alors je veux un éclaircissement sur le changement de l'excipient de le lévothyrox. L'antibio? Le lévothyrox. Ah, lévothyrox.
L'excipient qui a été changé de lactose au mannitol. Alors, Je ne sais pas ce que vous avez eu comme pour l'évothyrox au Maroc, je ne sais pas du tout lequel c'est, quel conditionnement, quelle forme, je ne sais pas du tout. Oui, l'hypothyroïdie, donc normalement c'est pour ça qu'ils donnent de l'évothyrox. C'est ça, c'est ce que tu veux? non, Moi, j'ai pas bien compris. il y a une nouvelle formule chez l'olévothyrox. L'évothyrox, oui. Hein? Hein? Ah oui, oui. Le changement de l'excipient de l'évothyrox, qui normalement il a déjà commencé maintenant. Oui, ça c'est pour. Oui, vas-y. Ben, c'est-à-dire que, vous savez, tout à l'heure, quand j'ai ouvert la conférence, j'ai bien parlé du médicament et de l'excipient. Oui. Vous avez bien compris Oui. que chacun peut donner un effet indésirable. Alors théoriquement, les laboratoires... Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Théoriquement, les laboratoires, quand ils ont changé de forme, qu'ils ont changé d'excipient, ils ont l'obligation de faire la même biodisponibilité, donc une bioéquivalence totale. Alors en général, ça a été fait, mais chez certains, le fait de changer d'excipient peut parfois modifier la résorption, parce que certains sont plus sensibles à un excipient que d'autres, etc., etc. Ça peut amener quelques modifications, c'est vrai. Et dans ce cas-là, il faudra faire des dosages. C'est-à-dire que quand on passe d'une forme à l'autre, si le patient se plaint, en général, il faudra vérifier. Mais ce qui s'est passé, alors je parle pour la France, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de patients qui étaient sous l'évothyrox, nous, quand ils ont eu les nouvelles formes, Oui. ils ne se sont pas sentis bien. Mais ça a été aussi psychique. Il y a eu un côté psychique très fort qui fait que ces patients, ils ont intégré le fait que voilà, c'était pas bien, et que dans la presse aussi, tout le monde s'en est donné à cœur joie. Je connais bien les journalistes, j'en suis, mais je les côtoie, et des fois, certains journalistes grand public font du mal, malheureusement. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec le lévothyrox, qui étaient dans leur tête forcément, ou pas du reste, ça dépend. Mais je pense, moi, que quand on change une forme quand on passe d'une forme de lévothyrox à l'autre, peut-être qu'il faut faire des dosages de thyroxine après quelques semaines après. C'est important de vérifier que le taux soit bien normalisé. Parce que ça peut, chez cette personne, peut-être amener des effets différents. Voilà. Alors que normalement, on disait toujours dans les formes galéniques que les excipients n'avaient pas justement de problème. Non, théoriquement, oui. Théoriquement, le laboratoire a dû vérifier qu'il y ait une bioéquivalence totale. Mais bon, voilà. Même si elle a été vérifiée chez certains, peut-être que. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Allez-y. اللي عنده شي سؤال ان شاء الله. Bonjour tout le monde. Donc, merci Monsieur Jacques, Professeur Jacques, merci Madame Aïcha. Donc, je vais intervenir pour deux questions. La première, pour Madame Aïcha, il s'agit du relais d'une pilule ostroprogestative de première génération, deuxième génération, troisième et quatrième génération. Comment ça se fait? Et d'une pilule ostroprogestative à une pilule progestative. Si j'ai bien entendu. Le relais. Très mal. Ah, oui, voilà, ça fait un écho, on n'entend pas du tout où on est. Donc une pilule ostroprogestative. Oui, vas-y. Le relais entre d'une pilule ostroprogestative de première, deuxième, troisième génération et quatrième génération. Oui, comment on a changé? Parce que. Oui. Ou bien une pilule. Ou bien le passage, voilà, le relais, le passage, une pilule progestative à une pilule ostroprogestative, ou bien l'inverse. Non, pour les progestérones, bon, il y a eu des changements de quelques molécules, mais justement, c'est surtout les gammes, génération 1, et puis après, comme je l'ai dit, ils ont changé, pas l'éthényl-estradiol. L'éthényl-estradiol, il existe dans 90% des pilules. Mais c'est surtout les progestérones qui ont été changés. D'accord. Et à chaque fois, on changeait parce que normalement, l'origine de la progestérone, ça vient de quoi? D'une hormone. D'une hormone. Non, mais d'une hormone qui est quoi? Qui est naturelle. C'est l'hormone de l'homme. Donc normalement, elle donne beaucoup d'effets indésirables. Donc justement, pour diminuer ces effets indésirables,
à chaque fois, on changeait quelque chose au niveau de la formule. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est arrivé au stade génération 4, même une autre génération 5, mais même maintenant, on ne recommande que la génération 1 et 2. Même la 3 et la 4, d'ailleurs la 3 et la 4, c'est des pilules qui sont très chères, qui sont au-delà de 70 dirhams et tout, alors que et on disait que ça allait diminuer justement les effets indésirables. Or, ça a augmenté d'autres effets. Justement au niveau de l'hypertension, au niveau du problème de la circulation. Alors, merci beaucoup. Donc, ma question pour professeur Jacques. Oui. Actuellement, il y a des formations en gériatrie, ou bien la médecine des personnes âgées. Oui. Au Maroc, il y en a de plus en plus de médecins, surtout généralistes, qui se donnent à ce genre de formation. Donc, pour le pharmacien, quelle est la place du pharmacien dans cette tendance de formation? Merci. Oui, vous voulez dire que beaucoup de patients vont chez le médecin de médecine générale pour traiter leurs troubles alors qu'ils sont âgés? Non. Non, c'est pas ça. Il y a des formations qui sont délivrées au profit des médecins en gériatrie. Oui. Donc, quelle est la place du pharmacien vis-à-vis de ces formations? Ben, ça dépend sur quel plan on va se placer pour le pharmacien. Le pharmacien, le pharmacien et l'équipe officinale, hein, ils ont un rôle clé dans la médecine, dans la pharmacie, pour le sujet âgé. Ils ont un rôle tout à fait clé. Vous l'avez bien compris, leur positionnement, c'est le bon usage du médicament. Et eux, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est capital, quoi. On ne peut pas faire... Un pharmacien, c'est la cheville du traitement. Il est au centre, c'est le pivot du traitement. Et c'est lui qui a une place extrêmement importante. Alors bien sûr, le médecin va prescrire, etc., mais le pharmacien, théoriquement, il doit veiller à que tout se passe bien. Et toute la dispensation, etc. Et c'est comme ça que le pharmacien va se sortir de ces turbulences plus ou moins actuelles selon les pays, où, voilà, c'est le capital, etc., vous le savez aussi bien que moi, et il ne faut pas qu'il perde ce côté thérapeutique. Il est professionnel du côté médical. Je peux vous le dire parce que je connais bien la médecine, je connais bien la pharmacie pour avoir fait les deux spécialités, donc je sais très très bien comment se placer quand on est pharmacien. Pour moi, le pharmacien, c'est le pivot central. Voilà. C'est l'essentiel. Il n'y a que comme ça qu'on avancera et qu'on évoluera. Le médecin tout seul dans son coin, il n'est rien, si ce n'est que faire une ordonnance, prescrire. C'est le diagnostic. Ensuite, il y a ce papier qui l'amène à l'officine et le pharmacien va délivrer. Alors, autrefois, le pharmacien, il sortait les médicaments, il les amenait sur le comptoir, et c'est ça, c'est tout. Aujourd'hui, c'est pas ça. Le pharmacien sort les médicaments, les amène sur le comptoir et discute avec son patient. Alors quand c'est un sujet âgé, encore plus, il discute des problèmes, etc. Il lui pose des questions qui peuvent être très importantes pour le patient. Par exemple, chaque fois qu'un sujet âgé arrive à l'officine, il faut absolument ne pas le laisser sortir sans lui dire combien vous buvez d'eau par jour. C'est important. Vous lui rendez service parce que vous allez améliorer sa fonction rénale, que le médecin ne lui aura pas forcément dit. Est-ce que vous dormez bien? Comment vous faites pour dormir? Est-ce que vous êtes amené à prendre des médicaments? Parce qu'il peut aller dans une autre officine, hein, c'est sûr. Mais bon, vous essayez de le questionner. Et en plus, ça va le fidéliser, ce patient, parce qu'il va se dire, ah ben c'est super, au moins je suis allé chez mon pharmacien, mais il m'a donné des conseils judicieux, et je suis content de lui, quoi. Voilà, pour moi, et puis surtout, la place du médecin, la place du gériatre. Voilà. Mais surtout, on explique bien tous les médicaments. Parce que, par exemple, un patient qui vient avec 5 ou 6 médicaments, je lui dis, la boîte verte, tu vas la prendre combien? Donc, j'explique. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois où j'étais en train d'expliquer, bon, ça c'est un comprimé le matin, ça c'est un comprimé que vous allez prendre le soir et tout. Ça, ce sont des gouttes que vous allez prendre à tel jour. Et après, j'ai demandé à la personne, alors, عرضي عليا هادشي قالت لي مرحبا بك
Alors que moi, j'étais en train de lui dire, Ardé, Elia, c'est-à-dire, il faut réciter tout ce que je lui avais dit. Quel est le médicament qu'il faut prendre le matin, quel est le médicament qu'il faut prendre le soir. Et quand je lui ai dit, Ardé, Elia, elle m'a dit, Marhaba bik. Moi, je crois beaucoup au rôle du pharmacien. Alors, vous avez une question? Oui, alors bonjour. Ok. Ouais, je bon. remercie. Hiba, vas-y. Je tiens à remercier Dr Aïcha Zahi et professeur Bixoro. Merci. En fait, mon intervention, c'est quand on avait parlé des excipients. En fait, on a l'impression que les excipients ne jouent pas un rôle important, alors que pour certains produits, et je donnerai l'exemple de la différence entre l'Ocatop pommade et l'Ocapred pommade, c'est le même principe actif, mais c'est des excipients qui sont Non. différents. Ça, c'est dans les dermocosmétiques, uniquement. Oui, mais oui, c'est surtout les pommades. Il y a même l'exemple de, par exemple, l'influence pour partager avec les autres. L'Ocatop, on l'utilise, on a des excipients qui sont adaptés aux nourrissons, à la peau du visage, donc on peut l'utiliser pour certains patients qui sont voilà, des nourrissons, mais l'Ocapred, non. C'est vraiment, on reçoit des cas d'allergie des nourrissons avec cette petite différence, alors qu'on a l'impression que c'est la même chose. Et même pour diprolène pommade, en fait, bon, désolé pour les non-commerciaux, mais c'est que diprolène, même si c'est de la bêta-méthazone, mais on a trouvé qu'avec le propylène glycol, qui est un excipient dans la pommade, il permet une très forte absorption de la bêta-méthazone. Oui. Donc c'est une très 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 forte pommade à ne pas utiliser en première intention. Donc toujours la laisser jusqu'à ce que les autres pommades ne font pas Oui, d'effet. les dermos, Voilà. justement. C'est Voilà. les dermos, En dermatologie, voilà. En dermato, c'est différent. ouais. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça qu'on les classe, les dermocorticoïdes, on les classe par niveau 1, niveau 2, niveau 3, même si c'est le même principe actif, mais justement, les excipients sont différents pour faciliter vraiment la pénétration, voilà, la résorption au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Oui. Ça, tu as parfaitement raison. Bravo. Exactement, oui. Merci. Alors, une autre question? C'est parler des excipients. Ah non, Des excipients non, ont un rôle mais bon, énorme à jouer. non. Vas-y. Alors, j'ai une question sur les MAR, les mesures additionnelles de réduction et des risques. Est-ce que vous voyez que quelques labos minimisent les effets indésirables, par contre, des labos qui gonflent ou bien des effets indésirables? Je vous donne un exemple. Par exemple, dans les antidépresseurs, il y a des risques de tentation de suicide. Par contre, le patient il a été chez le psychiatre pour tentation de suicide. Il y a des patients qui ont lu la notice. Il me revient à la pharmacie, il m'a dit comment ça, le psychiatre m'a demandé un médicament des effets indésirables de tentation de suicide, pourtant que mon enfant, par exemple, mon patient a été tenté de suicide. D'autre part que, par exemple, l'équinolone. Beaucoup de notices sur l'équinolone minimisent les effets indésirables d'équinolone. Je veux une comparaison sur La deuxième, exactement. les effets L'Imovane. indésirables, L'Imovane. les effets indésirables Deux. d'équinolone, l'antibiotique, la famille d'équinolone. Neurol. Hein? Oui. Ah, quinol. La famille d'équinolone. Ah, quinolone. Quinolone. Oui. Les effets indésirables de la quinolone, c'est ça? Oui, oui. À compar. C'est des ruptures tendineuses. Non, c'est pas ma question. Ma question est qu'il y a des labos qui ont cité beaucoup des effets indésirables. Par contre, des labos qui ont minimisé les effets indésirables. Ils n'ont pas bien cité les effets indésirables des antibiotiques quinolones. C'est ça ce que je veux dire. Si je comprends bien, quand un médicament arrive sur le marché, il obtient une AMM. Bien. Dans l'AMM, le laboratoire doit déclarer tous les effets indésirables qui ont été rencontrés pendant les phases d'essai. C'est obligatoire. Uniquement la phase d'essai. Dans les phases d'essai. Mais après, quand il passe en stade de pharmacovigilance, il y a des effets complémentaires qui vont se rajouter. Et c'est très souvent le cas après que le laboratoire soit obligé de faire des modifications de son RCP, d'introduire ces effets indésirables
dans des petits documents qu'on appelle les MAR, les mesures additionnelles du risque, etc. Voilà, c'est peut-être, je ne sais pas si je réponds à la question, mais peut-être pas. Ah oui. Et ça? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que la dissociation qu'il y a entre la notice et puis ce que disent le médecin, le patient, etc. Ben ça, c'est très fluctuant par rapport au patient. Hein. Ça dépend ce que ressent le patient, ça dépend. La notice, alors ça dépend si c'est la notice qu'il y a dans la boîte du médicament ou alors s'il a été sur Internet et qu'il a pris. Parce que vous savez, quand un malade sort chez un médecin, il arrive chez lui, il tape le nom du médicament sur Internet et il lit. Alors là, il est content du voyage. Hein, parce qu'il voit tout, des choses pas possibles. Il peut revenir à l'officine en disant « Mais comment j'ai lu qu'il y avait des risques de suicide, qu'il y avait des risques de rupture du tendon, mais qu'est-ce que c'est que ce médicament? Le médecin m'a donné un médicament. » C'est ça la question, il faut les dire. Il y a une dissociation entre certains effets indésirables qui sont annoncés dans le RCP, enfin dans le résumé du produit, et puis ceux qu'on voit parfois dans la presse ou dans d'autres documents. Oui, mais que faire contre ça? Je ne vois pas comment on peut faire. Ce que vous pouvez faire, c'est dire, quand vous délivrez un médicament, la bonne attitude, c'est de dire, voilà, je vous délivre ce médicament va vous faire du bien, il a été prescrit pour ça, mais malheureusement, il peut vous donner des effets secondaires. Si vous avez le moindre effet secondaire qui vous embête, venez me voir et nous discuterons ensemble. Donc vous, quand il revient à l'officine en disant « Ouais, j'ai ça, je suis embêté, d'où ça vient ?» Vous regardez tous les documents, les RCP, ce que vous pouvez trouver dans les banques de données, etc. Mais on est obligé justement voilà. de recommander. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est sous IPP et qui vient et qui vous dit j'ai, par exemple, anti-inflammatoire, ANS, et qu'il a des problèmes au niveau de l'estomac. Donc, normalement, c'est marqué comme effet indésirable dans le RCP, mais on doit le mentionner, on doit le notifier au niveau du centre de pharmacovigilance. Même si c'est connu. Même si c'est connu. Pourquoi? Parce qu'ils doivent savoir, parce qu'au début, sur le RCP, donc, il n'y avait que les effets indésirables des tests qui étaient... Mais par contre, une fois que l'usage du médicament il est généralisé, on doit savoir s'il y a réellement une augmentation des effets indésirables ou pas. Et c'est comme ça qu'il y a des renouvellements à chaque fois des indications au niveau du RCP. Je ne sais pas si on a répondu aux questions, mais c'est un gros problème, les effets indésirables. Vous savez, d'abord, c'est très subjectif. Vous avez telle personne qui va avoir ce problème, telle autre ne l'aura pas. Les fluoroquinolones, il y en a qui en prennent, qui n'ont absolument rien. D'autres qui... pas généralisé. Voilà. D'autres qui, très vite, ont une rupture du tendon d'Achille. Voilà. Il y en a qui prennent des hypolipémiants, qui tout de suite ont des gros problèmes de muscles. Voilà. Et d'autres qui n'ont rien. On est très inégaux, tous, devant les effets secondaires. C'est ça le problème. C'est que c'est difficile de statuer. Et c'est vrai que pour expliquer aux patients, ça n'est pas facile. Voilà. C'est pas facile. C'est très subjectif. Jacques, moi je leur dis jamais que vous aurez des effets indésirables. Non, je leur dis, pas. vous avez tel médicament, vous allez le prendre à telle heure pendant la posologie et la durée de cure. Mais si vous avez n'importe quel problème, revenez me voir. Parce que si tu leur dis, vous aurez des effets indésirables, peut-être qu'il ne va pas marier du doigt. Donc le mieux, c'est de lui dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme conseil, revenez me voir. On verra. À la limite, si vous avez un problème d'effet indésirable que vous ne pouvez pas résoudre, moi ça m'arrive souvent, hein, je téléphone au labo, mais il faut téléphoner à la pharmacovigilance du labo. Vous demandez sur le numéro de téléphone, vous dites, est-ce que je pourrais parler au médecin responsable du centre de pharmacovigilance de votre laboratoire? Et là, vous discutez avec lui et vous voyez. Et puis s'il y a un problème, vous appelez votre centre de pharmacovigilance dont vous dépendez et vous discutez. C'est un gros problème. C'est très compliqué. Jacques, il y a une autre question. Voilà. Allez-y. Bonsoir. Juste pour un éclaircissement sur les inhibiteurs calciques, vous avez précisé pour un diodème des membres inférieurs. On n'entend pas très bien ici, je sais pas pourquoi. Ici on n'entend rien. Oui, je ne sais pas pourquoi. Moi je pensais que c'était juste confus. moi qui non.
C'est l'écho. Alors, Juste pour un éclaircissement pour les inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques. Parce que vous avez dit pour l'iodème des membres inférieurs. Oui, les inhibiteurs calciques, donc ils inhibent l'entrée du calcium. Oui, je sais. D'accord. Mais le problème, c'est pour les inhibiteurs calciques, il faut préciser quel type d'inhibiteur calcique, parce qu'il y a deux. Il y a atropisme vasculaire, c'est lui qui fait l'iodème des membres inférieurs. Il y a atropisme cardiaque, tel que le verapamil, le diltiazem. Ceux, ils ne font pas l'iodème des membres inférieurs. Et ces derniers qui sont contre-indication absolue avec les bêta-bloquants. Oui, moi j'ai donné juste un exemple. J'ai donné juste un exemple parce qu'il y a des gens justement qui ont des œdèmes au niveau inférieur et qui viennent souvent pour prendre des pommades anti-inflammatoires ou même justement des suppos. Alors que normalement, si on leur demande quel médicament vous prenez, alors on saura que la cause vient de là. Mais j'ai donné juste un exemple, je n'ai pas dit que tous ils donnent ça. Juste un éclaircissement, il faut préciser quel type d'inhibiteur calcique dans le... Oui. C'est ça, merci. Tiens, ouais. D'autres questions, Afakoum? Allez-y. اهدر هكا يمكن نسمعوك. خليه هو يهدر. Bismillah. Alors bonjour, je remercie l'association Tzadamon qui nous surprise chaque année pour ces sujets excellents, ces orateurs excellents et l'organisation excellente aussi. J'ai donc une intervention dans le cas de la gériatrie. Pour la gériatrie, pour les médecins généralistes, ils font maintenant donc une spécialité à part. D'ailleurs, la spécialité de gériatrie, il existe au Maroc et on commence, ça fait 12 ans qu'on commence. Et les médecins ou bien les autres qui sont concernés, professionnels de santé, ils peuvent intégrer, donc peuvent faire une formation de 3 ans et ainsi de suite. Ils peuvent suivre donc le gériatrie ou la spécialité en elle-même. D'autres choses. Pour l'automédication, il me paraît très, très, très difficile. Autant que médecin général, je suis docteur aussi, médecin de santé et médecin chef de la formation sanitaire, et je rencontre chaque jour, on a des problèmes avec, c'est pas avec des pharmaciens, c'est pas avec des employés entre guillemets, mais avec des patients donc qui n'écoutent pas et donc ils vont le va-et-vient entre la pharmacie et aussi entre le médecin. Donc, ils posent des questions au médecin, on fait la prescription. S'il nous dépasse, on oriente le médecin, on oriente le malade vers le prescripteur, qu'il soit psychiatre ou cardiologue ou quelque chose qui nous dépasse. Alors, si on l'oriente vers la pharmacie, donc c'est difficile pour moi, avec les compétences, avec mes respects à tout le monde, il y a des problèmes. On ne trouve pas des pharmacies chaque jour dans la pharmacie pour expliquer tout ça, tout ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, Monsieur Jacques, il est excellent et j'aimerais bien rester toute la nuit vous écouter. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, il y a toujours quand même Oui, non, c'est pas coupé. Tiens. Ça marche, oui. Il y a toujours c'est pas une mésentente, mais il y a toujours une mésentente entre les médecins et les pharmaciens. C'est pas une mésentente, mais une incompréhension parfois. Et c'est pas facile de naviguer entre les deux professions. Il y a des médecins qui sont très ouverts aux questions des pharmaciens et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des médecins que je connais, moi, personnellement, qui envoient les pharmaciens sur les roses, passez-moi l'expression, en disant mais ça j'ai fait comme ça, c'est normal, ça ne vous regarde pas. Non, et voilà, mais c'est très compliqué la gestion des conflits, pas des conflits, mais des relations entre le médecin et le pharmacien. Ça peut faire l'objet d'une formation continue totale. Voilà. On doit justement avoir une bonne relation entre médecins et pharmaciens et aides-pharmaciens. C'est très important parce que nous sommes tous en face justement pour le bien du patient. Donc on doit agir dans le bon sens. Le patient il est au centre, c'est lui, oui. Le patient. Et tous les autres vont vers lui. Oui. Il faut que les autres se coordonnent. Voilà. C'est pas au patient de coordonner, c'est les
les autres qui doivent... voilà. Mais l'automédication, elle est très très demandée au niveau de l'officine, très demandée. Donc on essaie toujours de gérer ça. On fait toujours un questionnaire pour savoir pour qui, quel est le type de symptômes. Si on a des symptômes qu'on n'arrive pas du tout pour justement donner un médicament pour soulager ce symptôme, donc même pour orienter vers le médecin, c'est pas toujours facile. Parce qu'on doit trouver vraiment les mots qu'il faut pour que le patient aille voir le médecin. Des fois, il me dit, ما بغيتيش انت تعطيني هذا الميديكامون هذا الكورتيكويد ماشي مشكل انا نمشي نشري من عند الاخر. Voyez, donc ce n'est pas toujours facile parce que d'abord il y a les réseaux sociaux qui disent beaucoup de choses, mais nous on est là pour corriger tout ça. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, vas-y. Ah oui. Non, je disais tout à l'heure, merci Monsieur Jacques, Madame Laïcha, vous m'entendez? Oui, là c'est mieux. J'espère que ce ne sera pas la dernière pour Monsieur le professeur de revenir, que ce soit continu ici sur Casa, sur Marrakech, sur ailleurs. Sur tout le Maroc. C'est très pétillant, c'est très riche. Mais sachez que ce que j'ai retenu, c'est une question qui ne se pose pas en général. C'est avant, moi j'ai travaillé durant un certain temps, c'est est-ce que vous conduisez? Cette question, je viens d'apprendre qu'il est nouvelle. Pardon? Conduire quoi? Une voiture. Ah oui, d'accord. Une voiture, une machine. Avant, les patients, maintenant, vu le nombre de voitures, le nombre de... Moi, on conduit. Pardon? On conduit tous les deux, oui. On conduit. Oui, et les risques des... Moi, je parle des vieillards, des personnes âgées, avec la conduite, avec les effets de somnolence, des Valium, des diazépam, et tout ce... Le risque des personnes âgées envers les médicaments. En gros, toutes sortes de médicaments. Ce que je voulais vous dire, est-ce qu'on ne peut pas limiter un certain âge pour une personne âgée pour lui retirer son permis de conduire? À partir de... Limiter la conduite, c'est ça? Pour lui retirer définitivement son permis de conduire, à partir de quel âge? Oui, mais vous savez, nous sommes très inégaux face à l'âge. Il y a des personnes qui vieillissent bien, d'autres qui vieillissent moins bien. Vous avez des personnes à 60 ans qui sont inaptes complètement à la conduite, et puis d'autres à 85 ans qui sont très bien. Donc il faudrait que comment dirais-je, les médecins puissent statuer et dire attention, ce patient qui prend de l'âge, il n'est plus en capacité de conduire. Ça oui, c'est important. L'âge n'est pas uniquement... Mais on ne peut pas déterminer un âge, parce que l'âge est très... Nous sommes très inégaux face au vieillissement. Très inégaux. Il y a l'âge physiologique et l'âge réel. C'est différent. Les deux ne sont pas corrélés, hein. Mais on ne recommande pas ça. Oui. Mais bon, c'est un sujet délicat. Délicat. Ça, c'est sûr. S'il n'y a pas d'autres questions... Oui, parce que là... Ah voilà, il y a... S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais vous poser des questions. Alors, une autre question? Oui. Je tiens à remercier le docteur Jacques, et le professeur Jacques et le docteur Aïcha Zahi. Ma question sur la clairance de la créatinine. Les normes, les valeurs normaux pour les personnes âgées, puisque vous avez dit que à partir de 40, on n'a aucun souci. Donc ma question sur plus d'éclaircissement sur la clairance de la créatinine, soit la MDRD ou la Cockcroft. C'est-à-dire, vous voulez dire
les valeurs normaux On n'entend pas d'ici, hein, c'est terrible. de la clairance de la créatinine chez un sujet âgé. C'est la créatinine. La clairance de la créatinine. La clairance de la créatinine chez un sujet âgé. Physiologique. Tous, autant que nous sommes, notre clairance de la créatinine baisse avec les années. C'est évident. Il n'y a aucune clairance normale. Enfin, si, il y a une clairance normale en vie, mais il y a des tableaux en fonction de l'âge. Vous voyez, on passe de 120 à 110, 90, 60, 70, etc. 50, 40, et à 45, 50, il se peut que ces clairances soient normales, physiologiques pour l'âge. Mais, ceci dit, même si elle est physiologique pour l'âge correspondant, le médecin doit en tenir compte. Il doit se dire, sa clairance est basse, donc au lieu de lui donner 2 comprimés jour, je vais ne lui en donner qu'un seul. Vous voyez, même si c'est physiologiquement acceptable, pour les médicaments, il faut adapter certaines posologies. C'est pour ça que dans les posologies, on vous met sujet âgé et en fonction de la clairatinine, de la clairance de la créatinine, on vous met les doses que l'on préconise. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, ma question c'est à partir de quelle valeur on aura un souci pour la clairance. C'est une question plutôt pour le labo. À partir Parce que je vous dis, technicien de laboratoire. À partir de 30, la clairance est basse, considérée comme basse, et là, il faut faire quelque chose. D'accord. Il faut consulter un néphrologue et voir ce qu'on peut faire. Alors peut-être que ce n'est que passager, mais si ça perdure, quand on est à 30, c'est quand même bas. Et alors quand on est à 15, alors là, ça commence à être difficile. Voilà. Mais quand on a entre 50, 60, 58, 57, 53, ça peut aller. Mais il ne faut pas trop prendre le médicament non plus. Il ne faut pas se surdoser. Ou alors, il faut boire suffisamment pour pouvoir éliminer. Voilà. Parce que le risque, c'est quand on a une clairance de la créatinine qui commence à baisser, c'est qu'on n'élimine pas assez les médicaments. Ils vont s'accumuler et puis générer des effets indésirables. C'est évident. Voilà. Donc, merci. السلام عليكم. تحية لجميع الإخوان والأخوات. شكرا للبروفيسور بيكسو والدكتورة عيشة. عندي j'ai gardé à l'esprit qu'un médicament n'est pas comme les autres, n'est pas un produit comme les autres. Dans le contexte ديال هذا اللقاء, le contexte pédagogique, l'équipe officinale, elle est là. Et elle a gardé, jusqu'à maintenant, elle est là. Dans le contexte politique, je vais réagir en arabe. نستنكر ونشجب تصريح ديال المؤسسة ديال المنافسة الأخير في محاولة لتسليع الأدوية، في محاولة للإجهاز على هذه المهنة ديال الصيدلة من خلال إعطاء واحد المجموعة ديال رؤساء المال واللي أنا تنسميهم باللغة العامية دابا الفراقشية اللي بغاو يدخلوا على هذه المهنة واللي يجهزوا على ما تبقى منه. حنا كنحسنوا هذه المهنة وعندنا غيرة عليها، وأنا الطلب ديالي وهذه ريكومونداسيون للبروفيسور بروكسو هو أنه تكون واحد لا فورماسيون ا ديستانس بور كاع هاد لي زومبلويي د فارماسي، لأنها ça va donner un plus بالنسبة للفارماسي. Merci beaucoup, monsieur le professeur Bruxo, parce que vous soutenez les employés de pharmacie et l'équipe officinale. Shukran. Espérons que notre profession restera sur le même niveau avec maintenant tout ce qu'a dit le Conseil de concurrence. Donc on a très peur avec ce qu'il a recommandé le président du Conseil de concurrence. Alors, une question? Oui. Voilà. Je tiens à remercier infiniment et très chaleureusement l'association At-Tadamon
pour leurs efforts. Également, je remercie la comité d'organisation qui nous a, qui ont déployé beaucoup d'efforts afin que tout ça se passe en bonne et parfaite organisation. Et un remerciement très vif à vous les deux, Monsieur Jacques et Madame Aïcha. Je vous remercie infiniment et très chaleureusement par votre thème qui est vraiment éloquent et très intéressant. Et vous avez évoqué tout ce qu'il faut au niveau de la pharmacie, mais on a besoin de ce genre de formation, surtout la formation et la formation continue. Vous avez évoqué tout en ce qui concerne les bonnes pratiques à la pharmacie. Ma question, il y en a beaucoup de médicaments qui sont retirés du marché du Maroc concernant la forme pédiatrique, par exemple les sirops pour les nourrissons, etc. Ma deuxième question, est-ce que vous voyez ma question, il y en a des médicaments qui sont retirés du marché. Retirés du marché au Maroc. Tu sais, retirés du marché. Ah, qui sont retirés du marché. Oui, en ce qui concerne la pédiatrie. Des effets indésirables qui ont يعني augmenté. كنلقاو المشكل مع هاد les formes pédiatriques. Qui ont été retirés du marché. Oui, mais c'est normal, quand il y en a trop, on retire. Oui. On a beaucoup de médicaments. Des effets indésirables. Oui. Quand tu as le verre. Et même le lait. Quand le BR. Même le lait, oui. Voilà, le bénéfice et le risque. Le rapport bénéfice et le risque, oui. Oui. Ma deuxième question, est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle maintenant, les effets de l'intelligence artificielle à l'avenir? Il ne répond pas tout à fait. Non. Enfin, d'après moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des applications qui donnent plus de précision, mais en tout cas, je vois que ça ne donne pas. Il y en a des pharmacies qui utilisent maintenant, il y en a des pharmacies qui utilisent maintenant des robotismes, des robots sur, pour délivrer des médicaments, pour des ordonnances. Mais actuellement, il y a des startups. Il y a des startups justement, d'ailleurs une application qui s'appelle Medvir, où il y a un questionnaire que tout le monde peut poser, même, c'est-à-dire même une personne normale, elle peut poser. Et la start-up, elle donne le diagnostic. Oui. Et dans le diagnostic, c'est-à-dire, elle va dire tel médicament, vous pouvez le donner. Donc maintenant, l'IA, elle a fait beaucoup de choses. Mais quand c'est bien utilisé, parce que là, ce sont des personnes qui ont fait cette application. Donc d'ailleurs, maintenant, elle est commercialisée au Maroc chez les urgentistes, les médecins urgentistes, et bientôt, ça va être aussi chez les pharmaciens. Donc ça facilite beaucoup de choses pour eux. Oui. Donc, où est le rôle de l'aide pharmacien et le pharmacien dans ce cas-là? En pharmacie. Donc le pharmacien et son équipe. Oui, merci. Oui. Donc c'est bon? C'est bon. Donc, whisky, hein? Que la fête, professeur Jacques Victor, maintenant qu'on a terminé, que la fête commence. Alors, voilà. Madame Aïcha, vraiment, je ne trouve pas les mots. Juste présente-toi. D'accord, madame. Je lui ai dit qu'elle se présente avant qu'elle parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je m'appelle Sana El-Medkouri, pharmacie principale Tadert. C'est bon, madame? Sur Agadir. Voilà. Merci, madame Aïcha. Un grand merci pour monsieur le professeur Jack. Merci beaucoup. Un grand merci. Encore une fois, merci madame Aïcha pour votre effort, votre disponibilité, votre temps, beaucoup de choses. Comme j'ai dit, مرحبا بكم ونهار كبير هذا. Merci beaucoup. العربية كتبرد القلب. Merci beaucoup. مرحبا بكم جميعا. Voilà, le thème est terminé. Donc
On passe à un petit souvenir pour Monsieur Jack. S'il vous plaît. Équipe. Voilà. Vas-y, Noëlla. C'est un petit cadeau. Merci. Voilà. C'est Madame Aïcha. Voilà. Oui. Monsieur Ashgri, s'il vous plaît, pour photo. Il y a un cadeau pour Madame Aïcha, merci Naksha, doctora. Voilà, je remercie tout le monde. Franchement, c'est magnifique. Et voilà le cadeau de Docteur Aïcha. Vas-y, Nouhaila, merci. Voilà, تحت التسويقات ديالكم الله يخليكم. داروا un grand effort vraiment. Oui, bien sûr. Voilà, des photos s'il vous plaît. هادشي قليل في حقكم والله العظيم. Vous méritez, madame. Oui. إذا الآن اسمحوا لنا على هذا الروتار نمروا للطنبولة. ننادي على ممثلي مختبر تحليلات طبية أكادير الدكتور ياسين إمرهان اللي غينوب على مختبر تحليلات طبية أكادير. تفضل سي إمرهان. مدام عائشة. مدام عائشة. واحد ولا جوج؟ واحد. رقم 200 numéro 200 numéro 200 le numéro 200 أحمد بركشان. تفضل سي أحمد.
حماده بركشان فارماسي الحي أوريري هنيئا. هنيئا سي حمد. هنيئا سي حمد. الطنبولة الثانية الرقم 104. 104. Vous vérifiez votre numéro. Vas-y madame. مرحبا بالناس ديال العيون. مرحبا. هنيئا للمستخدمة صيدلية مدينة العيون. مرحبا بك. تماما 104. الطنبولة الثانية ديال مركز الفحص بالأشعة أغرس ينوب عنها أخ إمرهان. هنيئا. تفضلي. نعطي السي صابر. تفضل عافاك السي صابر، خذ لينا شي ورقه من هنايا الله يخليك. بسم الله. اييه ميرسي. دونك نيميرو 21. 21. Vas-y. لا مازال. Monsieur Jack. Vas-y, merci. Donc, et numéro 125. 125. Voilà. تفضل السي يوسف عافاك باش تعطي للسيده لو كادو ديالها. وي دونك فوالا 125 سي عز الدين. التصفيقات حرة على الأخ عز الدين. هنيئا الأخ عز الدين من سطات. تفضل السي مدينة سطات. هنيئا. Numéro 176. 176. مية وستين. تفضلي معنا. Monsieur Youssef. السلام عليكم مرة أخرى أخواتي إخواني زميلاتي زملائي الدكاترة الأطباء الأعزاء. هو درس كرستاج نسيت. أخواتي إخواني زملائي زميلاتي السادة الأطباء والصيادلة، دونك أشكركم وعلى هذه اللحظات. ننهي اليوم الأول على أمل اللقاء غدا صباحا إن شاء الله
مع لو تيم اخر مع البروغرام ديال لاسوسياسيون تضامن اخوان ديال لي زانفيتي و لي اسوسياسيون يبقاو هنايا يبقاو جزاكم الله خيرا لي زانفيتي ديال الجمعيه و لي زورغانيزاتور الدكتور هذا بقى معنا إخوان بالنسبة للتنظيم في العشاء لي زاسوسياسيون راه غيلقاو الطبلة ديالهم موجودة فيها اسوسياسيون مثلا المسيرة اسوسياسيون سي كذا كلهم تتكملوا 10 انتم بيناتكم وديك الساعة تتكون سي ريزيرفي باش تجمعوا ماشي واحد هنا ماشي واحد هنا نفس الشيء لي زورغانيزاتور نفس الشيء لي زانفيتي دونور راه غتلقاو الطبالي ديالكم كل واحد اللي لقى الطبلة سي ريزيرفي داك الشيء منظم كل جمعيه باش ما يبقاش كل واحد يمشي لهنا ويجي هكا تلقى كل شيء دونك اللهم يسر ولا تعسير وشكرا لعائشه تنتمي